Bonjour, deuxième partie pour les vitesses cosmiques. On s'était quitté en parlant du livre de Newton qui était présent dans la Bibliothèque nationale de France, notamment le site François Mitterrand à Paris. Il fallait compléter ce petit texte assez simple. Le livre de Newton était initialement rédigé en latin. Voilà. La langue internationale de l'époque, Principia Mathematica, était traduit en français par, alors si vous avez bien cherché, vous avez dû voir que c'était Émilie de Breteuil, marquise du Châtelet. La version française a été préfacée par un des plus grands philosophes avec un S, c'est mieux, du XVIIIe siècle. C'était, j'espère que tout le monde a trouvé aussi, c'était Voltaire. Le XVIIIe siècle est aussi appelé le siècle des Lumières. Voilà. Alors le siècle des Lumières, faut pas dire que c'est le siècle des Lumières parce qu'on a inventé la lampe. La lampe électrique, elle a été inventée au XIXe siècle par un certain monsieur Thomas Edison. Donc le siècle des Lumières, c'est les lumières de l'esprit. Et d'ailleurs, on va commencer à s'intéresser à ça dans le cours d'aujourd'hui. Esprit et objets rapides. Et on va commencer par les intelligences du XVIIIe siècle. Le XVIIIe, le siècle des Lumières. Tiens, je vais rajouter siècle ici. Hop. Donc c'est bien la marquise du Châtelet, c'est donc une femme qui a fait la traduction latin-français de Principia Mathematica de Isaac Newton. On voit ici une capture d'écran de la couverture de la traduction française, Principe mathématique de la philosophie naturelle, c'est la traduction de Principia Mathematica, par feu Madame la marquise du Chastelet. Et oui, feu, ça veut dire qu'elle était décédée lorsque le livre est paru. Et ici, c'est Voltaire qui était très lié à la marquise du Châtelet. On va s'intéresser un petit peu à cette dame, qui était une grande dame, parce que la marquise du Châtelet, elle illustre vraiment les bouleversements du XVIIIe siècle, en France et en particulier, et en Europe en général. Il faut savoir qu'à l'époque, les femmes étaient principalement dédiées aux travaux à la maison, et il se trouve que la marquise du Châtelet faisait partie de ces femmes érudites, ces femmes qui ont reçu une éducation et qui montraient que l'intelligence des femmes était au moins aussi bonne que l'intelligence des hommes. D'ailleurs, elle était d'une rare intelligence, elle était certainement surdouée. À 12 ans, elle parlait couramment l'italien, le latin, le grec ancien et l'allemand. Et son père lui fit également donner une éducation scientifique. Pour traduire Isaac Newton, il faut être bon en mathématiques, évidemment, et en sciences. Elle faisait également de la musique, elle jouait du clavecin, elle chantait à l'opéra, et elle faisait de la danse. Donc c'était vraiment une femme qui avait une intelligence complète. Voltaire, qui était un des plus grands philosophes des Lumières du XVIIIe siècle, était admiratif de son esprit, et d'ailleurs ils seront tous les deux amoureux pendant plus de 15 ans, jusqu'à sa mort, la mort de la marquise du Châtelet. C'est d'ailleurs lui qui l'encouragea à se lancer dans la traduction de Principia Mathematica, et c'est lui qui va même rédiger la préface. Le livre de la marquise du Châtelet, on peut le trouver ici. Si vous cliquez là, vous arrivez vous pouvez avoir directement le livre tel qu'il est paru, Principe mathématique de la philosophie naturelle. Vous pouvez feuilleter le livre. Vous voyez que ça a été publié en 1759. Vous avez ensuite toutes les pages qui ont été scannées, comme je vous l'avais expliqué. Vous pouvez même trouver, ont été scannés, quelque chose que je trouve quand même vraiment pas mal, ce sont les manuscrits, c'est-à-dire c'est les livres que la marquise du Châtelet a écrits de sa main pour faire la traduction. C'est une sorte des petits cahiers de brouillon, si vous voulez, des cahiers de brouillon qui ont été envoyés à l'éditeur où il y avait justement son écriture. Alors là, il y a beaucoup de feuilles blanches, mais vous pouvez voir l'écriture de la marquise du Châtelet.
Et avec sa traduction du latin en français, et donc ses corrections. Là, ici, elle a inséré un terme nouveau, parce que bon, ben voilà, il y avait beaucoup de textes en latin à, à traduire. On voit le mot triangle ici, le mot corps, peut décrire autour du centre C j'arrive pas à relire. Quoi, elle écrivait pas très bien, la marquise du Châtelet, hein, mais bon, c'était son document de travail. Avec, il y a les 3 carnets, comme ça. J'ai mis le début de la préface historique du livre Principia Mathematica. On peut l'agrandir ici. Voilà, cette préface qui a été faite par Voltaire. Hein. Et on voit que c'est du français du XVIIIe siècle. Et un truc que je trouve rigolo, c'est que le S, dans certains mots, le S ressemble à un F. Comme si on s'exprimait avec un cheveu sur la langue. Entre prive, marquive. Je pense que voilà, on voit que le français a évolué par rapport au XVIIIe siècle, même s'il était déjà très codifié. Alors on peut le lire, hein, essayez de le lire tout seul, hein, cette traduction que les plus savants hommes de France devaient faire et que les autres devaient étudier, une femme l'a entreprise et achevée à l'étonnement et à la gloire de son pays. Gabrielle Émilie de Breteuil, marquise du Châtelet, est l'auteur de cette traduction devenue nécessaire à tous ceux qui voudront acquérir ces profondes connaissances dont le monde est redevable au grand Newton. Dans l'édition française, il y avait cette gravure qui représentait Voltaire. Voltaire qui était éclairé par les idées de Newton. On voit Newton ici, qui est en train de compter les distances sur notre monde. Et les lumières de Newton sont réfléchies sur un miroir, traduites sur un miroir par une représentation de Émilie de Breteuil, marquise du Châtelet. Pour terminer sur le siècle des Lumières, vous pouvez cliquer ici. C'est un mini-film de l'émission Carambolage sur Arte. Hein. Carambolage, c'est des petites histoires qui racontent l'histoire croisée entre la France et l'Allemagne. Et on parle de l'influence de Voltaire en Prusse. La Prusse, c'est ce qui va devenir l'Allemagne au XVIIIe siècle. Et vous pouvez aller voir. Donc, j'ai pas trouvé sur YouTube. Mais j'ai trouvé... Voltaire, vous connaissez. J'ai trouvé la vidéo sur Facebook. Pourfendeur de l'oppression religieuse, politique et morale, et dont les écrits, les célèbres contes philosophiques... Donc ça dure à peine 4 minutes. Et ça fait un résumé de qui était Voltaire, de son influence, pourquoi il est si important pour la philosophie en France, mais en Europe et dans le monde aussi. Voltaire était un grand penseur, mais aussi un esprit tumultueux, qui avait le don de se brouiller. Regardez la vidéo en entier, et il y a des petites choses rigolotes qui sont cachées dedans, et une petite énigme que je vous poserai à la fin. Alors, pour aller dans l'espace, il faut aller suffisamment vite. Si on regarde cette illustration qui date de 1890, où on réexplique ce qu'a découvert Newton, c'est-à-dire que Newton avait imaginé une montagne, au sommet de la montagne, on met un canon, et plus le canon est tiré, plus l'obus est tiré avec de la force, il va de plus en plus loin, de plus en plus loin. On voit sur le schéma qu'on représente la rotondité de la Terre, avec les bateaux de l'époque, des bateaux à voile, et on voit aussi les bateaux à vapeur, on est vraiment au 19e siècle. Et on voit une trajectoire ici, 8000 mètres par seconde, tourne autour de la Terre, et le retour de boulet vient 1h23 après. C'est-à-dire que quand on est à moins de 8000 mètres par seconde, ou moins de 8 km par seconde, l'obus retombe et retouche la surface de la Terre. Donc pour être en orbite autour de la Terre, il faut au moins aller à 8000 mètres par seconde. On a refait les calculs au XXe siècle, il faut aller plutôt à 7,9 km par seconde. C'est ce qu'on appelle la première vitesse cosmique, c'est la vitesse minimale pour être en orbite autour de la Terre. Sinon, fatalement, on retombe sur le sol. Sur la petite gravure, on voit aussi qu'il y a une trajectoire qui semble toute droite, 11 300 mètres par seconde. Donc c'est 11
11,3 km par seconde, s'éloigne indéfiniment. C'est la vitesse à partir de laquelle les objets qui vont au-dessus de cette vitesse ne reviennent plus sur la Terre. Ils quittent notre planète définitivement. C'est ce qu'on appelle la seconde vitesse cosmique. Là aussi, c'est pas 11,3, c'est 11,2. Mais déjà, on voit qu'on était déjà assez précis. Il existe une troisième vitesse cosmique, quand on regarde sur la fiche Wikipédia des vitesses cosmiques, où vous voyez des calculs assez complexes, ça se calcule. Pour la troisième vitesse cosmique, si vous êtes un petit peu curieux, vous verrez qu'il y a plusieurs valeurs. Il y a celle-là, 42,1 km par seconde, celle-là, 29,7 km par seconde, et celle-là, 16,6 km par seconde. Alors, il faut comprendre que, ici, évidemment, c'est la vitesse qu'il faut avoir en partant de la Terre, au départ de la Terre. La troisième vitesse cosmique, c'est la vitesse qu'il faut pour quitter le système solaire, pour quitter le Soleil. Donc il y a deux vitesses. Il y a la vitesse qu'il faut par rapport à la Terre et la vitesse qu'il faut par rapport au Soleil. Alors, par rapport à la Terre, il suffit, entre guillemets, d'avoir 16,6 km par seconde. Par rapport au Soleil, il faut avoir 42,1 km par seconde. Comment on fait la différence ? La différence, c'est la Terre qui nous l'apporte. La Terre va déjà suffisamment vite pour rester en orbite autour du Soleil et ne pas s'écraser à sa surface. Donc il y aurait bien une quatrième vitesse cosmique, mais bon, cette vitesse cosmique, c'est celle nécessaire pour quitter notre galaxie. À l'échelle humaine et même dans un futur moyen, voire très long, c'est même pas envisageable. Voilà. À part, il y a très longtemps dans une galaxie lointaine et puis des vaisseaux qui sont équipés différemment. Donc on parle de vitesse, et qui dit vitesse dit calcul, qui dit calcul dit formule mathématique. Vous l'avez vu en mathématiques, la formule de la vitesse, c'est la vitesse est égale à la distance parcourue sur le temps. En physique, j'ai insisté en électricité, mais ça sera vrai aussi. Il faut faire très attention aux unités. Vous avez vu, j'ai mis différentes combinaisons d'unités. Si on veut une vitesse en kilomètres par heure, il faut que la distance soit en kilomètres et le temps en heures. Si on veut la vitesse en mètres par seconde, il faut que la distance soit en mètres et le temps en secondes. Principalement, quand on demande de faire des calculs, on calcule surtout en kilomètres par heure, ça vous connaissez par cœur, mais les mètres par seconde, c'est l'unité internationale. Donc on peut vous donner tout un tas d'exercices sur la vitesse, vous l'avez fait en maths, on le fera aussi en physique. Évidemment, les petites difficultés qu'il peut y avoir, c'est qu'on vous demande par exemple une vitesse en mètres par seconde en vous donnant un temps en minutes, par exemple. Donc là, ou alors on vous donne une distance en mètres et on vous demande des kilomètres par heure. Donc là, évidemment, vous avez compris qu'il faudra faire des conversions. Alors, les calculs. On va faire des calculs par rapport à l'astronomie, par rapport à notre planète, par rapport à la Lune autour de notre planète, par rapport à notre planète autour du Soleil. Donc voici, j'ai commencé à faire des petits calculs à votre place. Voici notre planète, c'est aussi pour vous rappeler quelques formules mathématiques. La circonférence de notre planète, le tour, là, la longueur du cercle, c'est pi fois le diamètre. Le diamètre de notre Terre, c'est environ 12 800 km. J'ai fait 3 calculs de la circonférence avec des pi différents. Le pi de Archimède, c'est le nombre pi avec seulement 2 chiffres après la virgule. Si vous vous rappelez, en sixième, c'est Archimède le premier qui a trouvé que pi est égal à 3,14. Faites le calcul avec le pi égale 3,14. Moi, j'ai fait le calcul avec mon iPhone. Le pi de l'iPhone a beaucoup de chiffres après la virgule, ça donne ce résultat. Utilisez-vous le pi de votre calculatrice. Si vous regardez sur votre calculatrice, il y a une touche pi, et ça donne le nombre pi avec, je crois que c'est 8 ou 9 chiffres après la virgule. La Lune qui tourne autour de la Terre. Elle tourne autour de la Terre en 28 jours, elle est environ à 380 000 km. Là aussi, le tour de la Lune qu'elle fait autour de la Terre en 28 jours, on a fait le calcul ici, j'ai fait le calcul avec le pi de mon iPhone, à vous de faire le pi de Archimède et le pi de votre calculatrice. Dans les deux cas, quand on a des grandes distances comme ça, il est bon d'arrondir. Voilà. Il faut arrondir, sinon c'est pas très élégant. La circonférence de la Terre, c'est environ 40 000 km. Le tour que fait la Lune en 28 jours autour de la Terre, c'est environ 2 400 000 km.
Voilà. Maintenant, je vais vous demander de faire des calculs. Il n'y a que les gens sérieux qui auront écouté la vidéo jusqu'à présent, et les gens sérieux qui auront lu le document PDF qui est adjoint avec le cahier de texte, qui verront ce lien-là vers une évaluation Google Form que j'ai mise ici. Voilà. Donc vous remplissez les calculs, hein, vous mettez les calculs rapidement avec la division c'est slash, le fois c'est x. Pas la peine de faire une grande présentation, moi je veux juste le résultat. Il y a les 3 questions que je pose ici, hein, c'est-à-dire calculer en km par heure la vitesse d'un point sur l'équateur par rapport au centre de la Terre. Hein, je rappelle que la Terre fait un tour en 24 heures. Calculer la vitesse de la Lune autour de la Terre, donc je vous rappelle que c'est en 28 jours. Attention, je veux le résultat en km par heure et en mètres par seconde. Et enfin, là, il n'y a pas le schéma, c'est à vous de l'imaginer, calculer la vitesse de la Terre dans son périple autour du Soleil, sachant que la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, on l'a vu en 6e, c'est une unité astronomique, et ça vaut 150 millions de kilomètres. J'ai mis les petites guillemets que mettent les Anglais pour séparer les chiffres par paquet de 3, je trouve ça plus pratique. Je veux le résultat en kilomètres par heure. Et enfin, je veux que vous me donniez la solution de cette énigme-là. Ceux qui auront bien vu tout le cours comme il faut sauront de quoi je parle. Cette évaluation, je l'explique ici, je ne comptabiliserai que les verts et les verts plus. Donc que les bonnes notes. Et puis, si par malheur vous avez raté, je mettrai non noté. Et puis pour ceux qui n'auront pas vu qu'il y avait une évaluation, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, beaucoup de choses à faire. Une petite vidéo à regarder. Allez sur Gallica pour feuilleter ces livres historiques, peut-être les manuscrits de la marquise du Châtelet. Et puis surtout, les calculs à faire, ça prend un certain temps. Le faites peut-être pas tout d'un coup. Merci de votre attention. Travaillez bien, bon courage et à bientôt.